Bonjour, bon après-midi, bonsoir, Balandino sur Italie, Inès TV. Grande est ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur Décryptage politique sur Étoile Inès TV, la chaîne que vous aimez. En tout cas, merci pour votre fidélité. Et à ceux-là qui nous ont suivis depuis que la chaîne était petite, quand on était encore au début, le faible commencement. Je me rappelle quand il y avait seulement 500 abonnés, 1000 abonnés. Et il y avait beaucoup de challenges vraiment par rapport à la chaîne, la visibilité qu'on sort. Mais aujourd'hui, vous êtes plus de 101 000 abonnés. Il y a des nouveaux. Il y a ceux-là qui ont été avec nous depuis le début. En tout cas, aux nouveaux et aux anciens, je vous dis merci. En tout cas, merci infiniment parce que c'est vous qui nous donnez la force d'être là. Je ne cesse de vous le dire. Sans vous, en tout cas, mon boulot, Tokani Nabiso chaîne, c'est parce que vous êtes là qu'on est là. En tout cas, merci infiniment d'être de nous avoir choisis parmi des milliers de chaînes. Merci vraiment pour tout. Merci vraiment pour tout. Alors aujourd'hui, sur Décryptage politique, nous allons parler des accords entre la RDC et les États-Unis. Ça fait encore parler parce que aussi longtemps que la guerre est encore là à l'est du pays, ça va toujours interroger qu'est-ce qui est en train de se passer. Nini et Josalema. Signa déjà accord, mais sur le terrain, la guerre est encore là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'on a échoué? Que dit le gouvernement? Je vais passer le discours de la dame, de la ministre des Affaires étrangères. Madame Thérèse, elle a été interviewée par rapport à ça. On lui a demandé, est-ce que vous êtes content de travailler avec Donald Trump? Ou bien vous trouvez que Bobeti Libaku, Makamboane est simbité, Bakorana Bosigna qui est simbité. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Alors, elle a eu à répondre de sa façon. Je vous passe d'abord ça et puis je vous reviens après. Pour la conférence de Munich et à RDC, dans votre pays, le président angolais Joao Lourenço annonce l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à partir de mercredi prochain. Et pourquoi faut-il croire cette fois-ci que ça sera la bonne? Parce qu'on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas essayer d'obtenir la paix. Encore une fois, je veux réitérer que les populations qui sont sous occupation sont des populations congolaises. En tant que gouvernement congolais, nous avons la première responsabilité d'assurer la protection de nos populations. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de ne pas tous essayer pour obtenir la paix. Maintenant, évidemment, ce ne sera pas la première tentative. Il y a eu d'autres tentatives qui ont porté des fruits un peu plus longtemps. Il y en a d'autres qui ont échoué beaucoup plus vite. Nous allons faire du côté du gouvernement de la République démocratique du Congo tout le nécessaire pour respecter nos engagements et nous espérons aussi que l'autre partie va faire la même chose, mais nous savons aussi que tout cela sera suivi par les mécanismes mis en place et qu'il y aura une redevabilité pour le comportement ou le manquement des uns et des autres. Il y a plusieurs processus qui sont en cours, mais ce qui est très important est de souligner que ce sont des processus complémentaires. Il ne s'agit pas de processus qui sont en compétition les uns avec les autres, mais plutôt de processus qui sont en train de se renforcer mutuellement. Quand nous parlons donc d'un processus de cessez-le-feu, il faut savoir que dans le processus de Doha, il y a un mécanisme qui a été mis en place pour la supervision et le monitoring de ce cessez-le-feu. Donc ce dont il s'agit maintenant, c'est de voir comment ces différents processus peuvent être capitalisés, exploités pour se renforcer mutuellement et pour qu'on ait justement du progrès tangible sur le terrain vis-à-vis d'une amélioration du contexte sécuritaire et surtout une amélioration des situations des populations civiles qui sont les premières victimes de ce conflit. Madame la ministre, vous ne doutez pas que la RDC soit piégée parce que vous comptez sur ce processus alors qu'une partie du pays continue à être occupée par les rebelles Guembel. Nous fournissons tous les efforts dans les processus dans lesquels nous nous sommes engagés, justement parce que nous sommes
sommes un État qui respecte sa parole, mais nous savons aussi que dans tous ces processus, nous devons avoir une posture très claire avec les différents facilitateurs, qu'ils soient de l'Union africaine, qu'ils soient du Qatar, qu'ils soient des États-Unis d'Amérique, nous sommes toujours clairs. Il ne peut pas y avoir de processus qui aboutissent à une paix durable sans redevabilité. Nous nous engageons donc dans ces processus avec l'attente que les facilitateurs vont nous aider aussi à tenir toutes les parties redevables vis-à-vis de leurs engagements. Et c'est là où justement la différence doit être faite. Il s'agit de 30 ans de guerre, il s'agit de mettre fin à cette guerre après tant d'années de souffrance, mais il s'agit de le faire avec plus de redevabilité et de responsabilité. Et c'est notre message toujours clair à tous nos différents partenaires dans ces processus qui se renforcent mutuellement. Voilà. Attendez, je passe aussi une autre là. Là, on lui a posé la question de savoir est-ce qu'elle est contente de travailler avec Donald Trump. On suit ça d'abord. Ensure that doesn't happen in DRC. I think that's a very valid question. When you look at a country like the Democratic Republic of the Congo, that is bestowed with a lot of critical minerals, without which many of the key transition discussions that we're having right now, but also sectors like the defense sector, cannot function. And you look at the living conditions of a large part of the population, you do have to challenge the paradigm that we have been functioning under for decades. And this is where our current administration is shifting the paradigm towards having an approach that is not only based on the extraction of natural resources, which has been, if you want, the status quo for decades, but it is about occupying, as the Democratic Republic of the Congo, a greater space on the value chain. So not just being the point where natural resources like cobalt, like lithium are extracted, then disappear into the world markets, and then where the big decisions are taken, but actually occupying more space. That means transforming, having first levels of transformation in the DRC, investing in human capital, but also investing in a broader ecosystem, which means that when you do not focus only on extraction and you broaden the scope that you occupy, you focus on human capital, you invest in people, you invest in environment, you invest in communities, you also invest in infrastructure. We have the Lobito Corridor, which is one of the flagship projects binding together three countries. How do you ensure that doesn't happen in DRC? I think that's a very valid question. When you look at a country like the Democratic Republic of the Congo, that is bestowed with a lot of critical minerals, without which many of the key transition discussions that we're having right now, but also sectors like the defense sector, cannot function. And you look at the living conditions of a large part of the population, you do have to challenge the paradigm that we have been functioning under for decades. And this is where our current administration is shifting the paradigm towards having an approach that is not only based on the extraction of natural resources, which has been, if you want, the status quo for decades, but it is about occupying, as the Democratic Republic of the Congo, a greater space on the value chain. So not just being the point where natural resources like cobalt, like lithium are extracted, then disappear into the world markets, and then where the big decisions are taken, but actually occupying more space. That means transforming, having first levels of transformation in the DRC, investing in human capital, but also investing in a broader ecosystem, which means that when you do not focus only on extraction and you broaden the scope that you occupy, you focus on human capital, you invest in people, you invest in environment, you invest in communities, you also invest in infrastructure. We have the Lobito Corridor, which is one of the flagship projects binding together three countries. Voilà. Maintenant, je vais vous lire la réaction de Paul Kagame. On lui a posé la question de savoir ce qu'il pensait de la situation en RDC. Parce qu'on doit toujours se fier aux accords qui ont été signés et espérer que les facilitateurs puissent intervenir en cas du non-respect de ces accords. Alors, lui, il a aussi sa façon de voir les choses. Alors, Paul Kagame insiste sur une solution politique. La solution à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC est politique. Là, c'est selon Paul Kagame.
Donc, la solution, elle est politique. Parce qu'il s'est entretenu avec le représentant, la commissaire plutôt européenne, je vous l'ai dit, elle s'était rendue au Rwanda. Alors, après son entretien, selon Kagame, la solution, elle est politique. Et alors que l'Union européenne appelle au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, Paul Kagame s'en remet aux initiatives de paix pilotées par Washington et Doha, ainsi que l'Union africaine, tout en accordant la priorité à l'aide humanitaire. La commissaire européenne à la gestion des crises, qui est attendue ce vendredi à Goma pour échanger avec les dirigeants de l'AFC-M23, a demandé à toutes les parties au conflit de respecter le droit international et faciliter l'accès humanitaire. Devant la presse, le chef de la diplomatie rwandaise, Olivier Nduhungirehe, a affirmé que le Rwanda compte notamment sur l'Union européenne pour soutenir les solutions politiques. Donc Kagame a parlé de la même chose. Maintenant, le ministre des Affaires étrangères rwandaise a dit espérer à l'Union européenne ou compter sur l'Union européenne pour lancer ou soutenir les solutions politiques. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire par rapport à ça? D'abord, nous retournons d'abord sur les accords qui avaient été signés. Madame Thérèse, dans la vidéo que je vous ai passée en première position, elle a dit que nous sommes en train de tout essayer pour apporter la paix. Il y a des accords qui ont échoué, mais il y a aussi d'autres qui sont en marche. Elle a dit compter sur les facilitateurs pour les aider. Elle a dit nous aider à faire respecter ces accords qui ont été signés. Les facilitateurs, là, on voit le Qatar et on voit aussi les États-Unis. Elle compte sur eux, qui sont ces facilitateurs, pour veiller à ce que les accords soient signés et soient respectés plutôt, parce que les accords ont déjà été signés. Alors, si on se fie d'abord par rapport aux accords qui ont été signés, elle a été claire, elle a dit que tout essayer. Par tout essayer, est-ce que compromettre la souveraineté de nos minéraux était une solution envisageable par le gouvernement congolais? On le sait tous. Selon l'article ou selon la constitution congolaise, le sol appartient à l'État. C'est-à-dire le gouvernement Félix Tshisekedi ne doit pas demander aux Congolais s'il doit faire des traités. Et d'ailleurs, même dans cette même constitution, Joseph Kabila avait autorisé à ce que la RDC puisse avoir cette facilité de donner des terres. La RDC peut céder des terres à un pays, à un tiers pays, pour raison de paix ou en échange de paix pour une durée momentanée. C'est Joseph Kabila qui avait fait introduire cet article en 2006 dans la Constitution. Alors, c'est d'ailleurs ça que je vous avais passé cela sur décryptage politique. Félix Tshisekedi qui voulait changer cette partie-là pour dire qu'on ne peut pas céder nos terres, on ne peut pas donner nos terres à n'importe qui, aux rebelles, céder nos terres, soi-disant, pour la paix. Mais, c'est-à-dire, d'une part, Félix Tshisekedi a été bien dans ses droits de négocier avec les États-Unis, négocier nos terres parce qu'il est protégé par l'article, mais il y a aussi l'article 214 qui l'oblige à demander ou à exiger, à demander l'autorisation des parlementaires si les accords qui vont être signés doivent avoir un impact sur la souveraineté financière et législative de notre pays. Alors, si on se fie à cet article ou à ces accords qui ont été signés, on comprendra que Félix Tshisekedi a violé lui-même la Constitution, parce que les accords qui ont été signés avec les États-Unis ont enfreint la Constitution congolaise,
parce que les parlementaires n'étaient pas informés, ils ont été informés le jour même, même pas quand on signait les accords de principe le 27 juin, ils ont été informés le jour même de la signature globale au mois de décembre dernier entre le gouvernement congolais et le Rwanda ainsi que les États-Unis. C'est le même jour que les parlementaires étaient informés. Donc, on ne leur a pas demandé, mais on les a informés de ce qui allait se passer. Donc, le président de la République a lui-même violé la Constitution. Alors, il a fait ça de son propre gré. Je ne sais se le dire, selon le contexte dans lequel le président a fait, bien sûr, il y avait Donald Trump qui voulait avoir une mainmise sur les minéraux congolais. Félix Tshisekedi aussi a été contraint de céder les minéraux congolais parce que Donald Trump a utilisé les M23 pour mettre la pression sur Kinshasa, sur Félix Tshisekedi, afin que ce dernier puisse chercher à se protéger. Donc, Félix Tshisekedi, dans ses accords qu'il a signés, premièrement, c'est pour protéger son pouvoir. Deuxièmement, c'est pour empêcher à ce que Kabila puisse reprendre le pouvoir. Parce que derrière les M23, bien sûr, on met un Nanga qui est à la tête de l'AFC M23. Mais si l'AFC M23 venait à conquérir ou à prendre Kinshasa, si Kinshasa tombait des mains de M23, dans les mains des M23, c'est pas Nanga qui va être président, ça sera Joseph Kabila. Alors, pour se protéger son pouvoir, protéger sa vie, aussi empêcher que Joseph Kabila puisse reprendre le pouvoir. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi avait accepté de céder nos minéraux. Les minéraux stratégiques congolais sont maintenant sous monopole des États-Unis. Alors, la ministre des Affaires étrangères, elle a dit que nous essayons tout pour apporter la paix. Est-ce que le tout qu'elle a cité n'est pas en train de compromettre la souveraineté étatique de la RDC? Parce que c'est ce qui est en train de se passer pour le moment. On n'a pas une mise sur nos minéraux. Ce sont les États-Unis qui décident de quoi, de quand, ce qu'ils veulent prendre ou pas. Rubaya, qui est la plus grande mine de coltan au monde, a été la légitimité même de cette mine a été donnée, a été remise aux États-Unis. Maintenant, nous sommes au Katanga avec Ivanhoe qui exploite le lithium. On a aussi donné le monopole de ce minerai rare qu'on utilise dans les batteries, dans la technologie, dans la nouvelle technologie. Les États-Unis ont aussi une main mise sur ces minéraux-là. C'est-à-dire, on se pose la question, qu'est-ce que nous, on contrôle dans tout ça? Bien sûr, le gouvernement congolais a eu ses propres explications, comme quoi, oh non, ils ne sont pas là pour piller, ils ne sont pas là pour faire ça, c'était un business gagnant-gagnant. Qu'est-ce que la RDC est en train de gagner dans tout ça? Je retourne sur ce que Kagame a dit. Il a dit que la solution à cette guerre doit être politique. Qu'est-ce qu'il veut dire par solution politique? C'est-à-dire, il veut éviter, si je peux dire, qu'on puisse en arriver aux armes. C'est-à-dire, on peut négocier de cette guerre sans passer par les armes. C'est ce qu'il veut dire. Cette solution, elle peut être pacifique. On n'a pas besoin de nous battre. Et c'est ce qu'il a toujours voulu, soi-disant. Il a toujours voulu ça parce que pour lui, c'est simple. Soit on accepte de donner nos terres au Rwanda, comme ça on vit en paix, soit on refuse et il y aura toujours la guerre. Bien sûr, le motif qui est utilisé jusque-là par le gouvernement rwandais, c'est les FDLR. On veut utiliser les FDLR comme la raison pour laquelle il y aura toujours la guerre à l'est du pays. Voilà pourquoi, quelques jours à peine signé les accords de principe le 27 juin 2025, Kagame avait été clair. Il avait dit, on a bien sûr signé des accords, mais aussi longtemps que le gouvernement congolais n'arrive pas à
à neutraliser les FDLR. Aussi longtemps que les FDLR seront toujours à l'est du pays, à l'est de la RDC, il y aura toujours la guerre. Vous voyez, là, c'est un narratif qu'on a créé. C'était d'ailleurs une idéologie depuis l'époque coloniale. C'était Bill Clinton et consorts qui avaient créé cette idée-là de réfugier les FDLR en RDC pour que le Rwanda ait toujours cet accès aux minéraux congolais, ait toujours cette raison de violer la souveraineté de la RDC en allant à l'est du pays, soi-disant pour se protéger contre les FDLR. Et pourtant, on sait tous que ce n'est pas ça la raison. Lui-même, Kagame avait dit, la raison pour laquelle il y a toujours la guerre, ce n'est pas un problème de Félix Tshisekedi, c'est un problème qui date depuis, avant même que Tshisekedi ne soit président. Le Congo a des terres qui appartiennent au Rwanda. Donc, quand on parle ici de solution politique, c'est de dire que la RDC puisse accepter de vivre avec les M23 à l'est du pays, chose qui pour le moment est en train de se passer. Parce que on a parlé de cesser le feu, on a parlé des accords, on a parlé de la cessation des hostilités, mais jusque-là, on ne parle pas de retrait des M23. Les M23 sont toujours là, et d'ailleurs, après, en début de cette année, Nanga avait dit que, je pense que c'était un jour après le déjeuner national, en anglais, National Breakfast Prayer, c'était tenu aux États-Unis, le déjeuner de prière nationale aux États-Unis, là où Félix Tshisekedi était invité. Ils étaient clairs, ils avaient dit, Nanga avait dit que la guerre est terminée, place maintenant à la construction. Alors, comment vouloir construire là où vous êtes jusque-là invité? Vous n'êtes pas supposé vous installer là-bas. Votre visite est temporaire. C'est juste passer aux 6 autres protocoles qui n'ont pas jusque-là été signés entre le gouvernement congolais et les M23, juste parvenir à signer ces accords et vous quittez le pays. C'est ce qui a été signé, ou ce sont les articles qui avaient été votés lors des assises à Doha. Donc jusque-là, ils ne parviennent pas à un consensus pour permettre à ce que le M23 puisse se retirer, parce que le Rwanda veut que le M23 puisse rester là-bas, et ils ne restent pas là-bas pour un plaisir. Ils sont là chaque jour, ils sont en train de piller les minéraux congolais. Ils sont en train d'exploiter les minéraux congolais, le coltan, à tel point que Kagame arrive à dire que le coltan rwandais est mieux que le coltan congolais. Au moment où lui n'a pas le coltan, c'est juste pour dire que il utilise le coltan congolais, il ratifie cela, il donne à ce coltan une valeur ajoutée, il peut vendre ça en anodes, parce que ça sera même plus cher, mais il va pas vendre ça à sa juste valeur, il va vendre ça à une valeur plus qui n'est pas une valeur commerciale internationale, parce que quand vous voyez dans les marchés internationaux les prix des minéraux stratégiques, vous allez voir que si le Rwanda vendait ces minéraux-là au pays, aux Occidentaux, au même prix, les Rwandais n'allaient pas être utilisés comme ce pays qui est utilisé par les Occidentaux pour piller les minéraux congolais. Parce que les Blancs, bien sûr, ils aiment voler, piller, mais les méthodes utilisées en RDC ne répondent pas aux normes ou aux lois internationales, parce que il y a le Human Rights Watch qui est en train de vérifier tout cela. Voilà pourquoi il y a des sanctions, voilà pourquoi on demande que justice soit faite, parce que les méthodes qui sont jusque-là utilisées, ce ne sont pas des méthodes qui sont recommandées dans aucune organisation de droits de l'homme. Le Rwanda tue
le Rwanda pille, le Rwanda viole. Ils utilisent toutes les méthodes pour faire déguerpir les populations congolaises afin de procéder au pillage des minerais congolais. Alors, si les pays, la Chine, le Qatar, les Émirats arabes unis, Israël et consorts pouvaient acheter ces minéraux-là au Rwanda au même prix que les prix sur le marché international, alors il serait mieux de traiter avec Tshisekedi comme Tshisekedi veut, assez que ces deux, que les pays qui soutiennent, les bras même qui soutiennent le Rwanda puissent être coupés, que lui puisse traiter directement avec ces pays-là, alors Félix Tshisekedi serait la meilleure solution. Mais pour le moment, selon la façon dont on est en train de voir les choses, le Rwanda est en train de gagner. Parce que moi, je suis en train de vous parler. Le Rwanda a encore construit plus de raffineries de traitement d'or, de cobalt, de cuivre, de coltan. Donc, pour exploiter encore plus les minéraux congolais, leur donner une valeur ajoutée. Et quand ces minéraux sont prêts, on les expédie aux pays qui sont consommateurs de ces minéraux stratégiques congolais. Là, on comprend. Donc, ce n'est pas, bien sûr, la commissaire de l'Union européenne, elle a été au Rwanda. Moi, je trouve que il y a toujours cette alliance entre la communauté, l'Union européenne et le Rwanda. Les deux parties travaillent ensemble et ont toujours travaillé ensemble. Le même Olivier, le ministre des Affaires étrangères rwandais, qui disait en France que la France n'était pas ni l'endroit ni les lieux de discuter de la réouverture de l'aéroport de Goma, le même monsieur qui avait dit que nous, on se fie seulement aux accords de Washington, il arrive devant cette âme pour dire que nous espérons ou nous comptons sur l'Union européenne pour traiter de ces solutions politiques. Pourquoi dire ça? Donc, vous comprenez que ces deux parties, le Rwanda et l'Union européenne, travaillent ensemble. Et dans tout ça, c'est nous qui sommes encore dans le flou, c'est nous qui ne voyons pas cela. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.